Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre média préféré, Afrique sur 7. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le ministre Joël Nguessan. Joël Nguessan est ancien ministre des Droits de l'Homme, ancien porte-parole du RDR, ancien porte-parole du président de la République Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est le président du comité de gestion du Fonds de développement de la formation professionnelle. Nous le recevons aujourd'hui pour une interview exclusive sur un livre inédit qu'il a sorti sur le coronavirus. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes homme politique, homme de lettres, et vous faites un livre sur le coronavirus, une thématique assez complexe, surtout que les scientifiques n'arrivent pas à s'entendre sur le mode de traitement de cette maladie. Ce n'est pas un peu osé de votre part en tant qu'homme de lettres? En fait de compte, c'est justement le désarroi des hommes politiques et des scientifiques et des soi-disant sachants. C'est ce désarroi qui m'a amené à écrire. Voici une petite, du moins un virus qu'on prétend venir de Wuhan, en Chine, qui en moins d'une année a réussi à déconstruire tous nos systèmes politiques, nos systèmes économiques, nos systèmes de tourisme, même nos systèmes religieux. Et cela m'a interpellé, je me suis dit, mais attends, quel est ce petit virus qui est aussi puissant, qui arrive à déconstruire tout ce que nous avons bâti après plusieurs siècles? Je vous donne un exemple. Les rapports entre les êtres humains, les rapports sociaux ont disparu. Maintenant, on vous dit, il ne faut plus embrasser quelqu'un. Il faut se mettre à 1 mètre de distance. On dit confinement. Il ne faut plus se déplacer d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre. Mais on pousse le bouchon plus loin. On dit on ferme toutes les frontières. On ferme les frontières aériennes, les frontières terrestres. J'ai dit, mais quel est ce petit virus qui arrive à déconstruire la totalité de nos certitudes au plan social? C'est ça qui m'a poussé à écrire. Je vais vous dire que quand je m'en suis ouvert au Premier ministre Charles Konan Banny, il m'a dit, écoute, ne l'appelle pas le petit machin, il faut l'appeler le petit soldat invisible du monde. Tout simplement parce que voici un petit soldat invisible, comme il aime le dire, qui a réussi à faire s'arrêter toutes les grèves dans le monde entier. Au moment où ce petit soldat arrivait, on avait les gilets jaunes en France. Oui. On avait à Hong Kong des mouvements sociaux. Tout s'est arrêté. Même les armées les plus puissantes du monde, l'armée américaine, avec son étendard qui est le porte-avions Franklin Roosevelt, a été obligé de se replier. Alors vous savez, un porte-avions, comme son nom l'indique, ça porte des avions de guerre. Dire que ce porte-avions était obligé de se replier pour ne plus être sur les champs stratégiques de défense, ça pose problème. Oui. Il en a été de même pour le Charles de Gaulle, qui a été obligé de rentrer à quai. J'ai dit, mais alors, quel est ce petit machin qui, sans même tirer un coup de feu, sans utiliser une calache, sans utiliser un missile, ni un avion de guerre, réussit à vaincre les armées les plus puissantes du monde? J'ai dit, mais il est bizarre ce petit machin. On va plus loin. Même ceux qui prétendent être les spécialistes du terrorisme mondial, comme Daesh, ils ont lancé un mot d'ordre pour que tous leurs représentants à travers le monde entier rentrent. Comme quoi ce petit virus, il est capable de faire arrêter toutes les guerres. Non seulement il a vaincu nos certitudes sociales, mais il a vaincu nos certitudes au plan militaire. Et c'est ce qui justifie le titre « Coronavirus » ou « Le crépuscule de nos orgueils ». Oui, effectivement, parce que l'orgueil, généralement, on prononce ce mot sans en donner un contenu. L'orgueil, c'est le sentiment exacerbé de nos valeurs. Oui. Moi, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je suis le plus fort militairement, je suis le plus fort économiquement. Tout ça,
Ce petit virus est venu nous montrer qu'on est fort en rien. On n'est pas le plus beau. Même ceux qui, comme le président américain Donald Trump, au début de cette pandémie, a traité ce virus-là de canular lors d'un séjour qu'il a eu en Inde, un voyage d'État qu'il a effectué en Inde. Il a dit, oh, c'est un canular, ce petit virus chinois. Et lui, il a été atteint de ça. Et aujourd'hui, les États-Unis sont les pays les plus touchés. Donc cet orgueil du grand président américain qui a traité ce petit machin-là de canular, mais son orgueil est tombé. Et je peux vous dire que s'il a perdu les élections aux États-Unis, c'est à cause de la Covid-19. Ah bon? Il a très mal géré. Voici un pays où le président dit ce canular, c'est un petit machin, c'est pas grave. Et subitement, son pays est le plus touché dans le monde entier. Et les analystes politiques vous diront, et l'histoire nous donnera raison, que s'il a perdu les élections, c'est parce qu'il a traité ce petit virus-là de canular. Ah ouais, fantastique. C'est pour cela que dans votre livre, vous dites qu'il y a, autant il y a eu un avant Covid, il y aura un après Covid. Est-ce que vous êtes en train de préparer les esprits à cohabiter avec ce virus? Bien sûr qu'il faut qu'on apprenne à cohabiter avec ce virus. J'ai discuté avec une amie qui est au gouvernement, qui m'a dit, ah écoute Joël, quand le virus va finir, je lui ai dit non, il ne va pas finir. Il faut souhaiter qu'on trouve le médicament, qu'on trouve le vaccin, et qu'on se dise que nous allons vivre avec ça. De la même manière que nous vivons avec le palu et la grippe, il faut qu'on s'habitue à vivre avec ça, mais en changeant nos comportements. C'est pour ça que je mets l'accent dans l'ouvrage sur le fait que tout est une question d'humilité par rapport à nos certitudes. Tout à l'heure, je parlais des orgueils économiques, touristiques, orgueil au plan militaire. Mais il y a un aspect qui m'a étonné, c'est comment nos orgueils et nos certitudes religieuses ont été battus en brèche. Ça a été battu en brèche. Vous savez que chez mes parents musulmans, si on ne va pas à la Mecque, qui constitue le 5e pilier, on n'ira pas au paradis. Mais écoute, ne vous en faites pas, la Mecque est fermée. La Mecque est fermée. Chez mes parents catholiques, si on ne va pas à Lourdes, on n'aura pas de guérison. Mais Lourdes est fermée. Et le plus surprenant, vous voyez le pape François seul à la fête des rameaux sur l'esplanade de la basilique Saint-Pierre. Seul. Il a été obligé de faire la Pâque de l'an dernier seul. Attends. Nous autres qui avons l'habitude de faire un tour en Israël, mais c'est fermé. Il n'y a plus de pèlerinage en Israël. On n'a pas pu faire ça l'an dernier. La fameuse fête des Soukhot, où tous les juifs du monde entier, ceux qui aiment les juifs, se retrouvent en Israël, mais on n'a pas pu les exécuter. Je ne parlerai pas de la visite au Taj Mahal, à Agra, en Inde, où c'est des millions et des millions de gens qui se déplacent en Inde pour aller regarder ce joyau qu'on appelle le palais de l'amour. Mais tout ça, ça s'est arrêté. Donc nos certitudes religieuses ont été battues en brèche. Je vais plus loin. Dans les carrés de cimetières, généralement on dit voici les carrés des musulmans, voici les carrés des chrétiens, voici les carrés des juifs. Mais quand ce virus est arrivé, que ce soit en Italie, en Allemagne ou en France, on a enterré les gens de la même manière, dans le même carré. Le virus a rendu tout le monde égal? Ah bien sûr. On s'est retrouvés tous sur le même pied d'égalité. Je peux vous dire que personnellement, en approfondissant ma réflexion, je me pose la question de savoir, mais quelle est la puissance de ce petit virus? Et il a réussi quelque chose de formidable. C'est que, depuis son apparition, la couche d'ozone a commencé à respirer. Ah bon? Oui. Comment ça? Les émissions de gaz à effet de serre
de gaz carbonique se sont arrêtés. Quand on regarde les images satellites de l'Europe avec l'atmosphère de l'espace européen avant le virus et pendant la période de confinement, mais tout s'est éclairci. Tout s'est éclairci. À un tel point qu'on se pose la question de savoir, mais à quoi ont servi donc toutes les COP 21, COP 22, COP 23, conférences sur le climat, un peu partout, si un petit virus a réussi à résoudre le problème. Je disais à des amis comme ça que moi, si on pouvait décréter une semaine Covid-19 où on confinait le monde entier, peut-être l'atmosphère du monde entier allait se sentir mieux. Et j'ai un ami qui me faisait remarquer que pendant la phase de confinement extrême en Europe, les animaux étaient au dehors. Vous allez à Lyon, vous allez à Venise, les poissons sortaient de l'eau, l'eau était devenue claire et les hommes étaient en prison. Il dit, tu vois, les animaux nous ont mis en cage. Ce petit virus a fait que nous, les hommes, nous sommes en cage. Donc tout ça, ça doit nous amener à réfléchir sur la condition humaine et surtout sur nos certitudes. Un domaine dont on a parlé au tout début, où nos certitudes ont été battues en brèche, c'est le domaine scientifique. Alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Tous les scientifiques du monde. On a les meilleurs hôpitaux au monde. On a les plus grands chercheurs. On a les plus grands scientifiques. On a tout. Le virus est venu pour démontrer que tous les scientifiques avaient zéro. Il n'y a pas un seul. À un tel point qu'ils ont commencé à se battre entre eux. En France, c'est Didier Raoult qui ne s'entend plus avec ses collègues médecins et chercheurs, biologistes, microbiologistes. En Afrique, on découvre des médicaments traditionnels. L'OMS dit non, ce n'est pas bon. Oui. Donc la solidarité scientifique mondiale a disparu. Je me dis, tiens, ce virus-là, il est très puissant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai entendu parler d'un vaccin. Bon, quand il va arriver, on va le prendre. Hein. Mais moi, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas confiance. Justement, on allait vous demander, il est annoncé, je crois, 2 vaccins, un vaccin russe et un autre vaccin dont j'ignore le nom. Ces vaccins, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Bon, moi, j'ose espérer que ces vaccins vont marcher. Hein? Ces vaccins vont marcher. De la même manière qu'on trouve des vaccins contre la grippe régulièrement, ça va marcher. Cependant, le virus sera là. Et il faut souhaiter que ce virus-là ne change pas de forme. Parce que s'il change de forme demain, toutes les certitudes des médecins, des chercheurs, des scientifiques vont être battues en brèche encore et on va assister à des cartons. Ça veut dire que quelque part, je demanderai à tous ceux qui prétendent avoir trouvé un vaccin d'avoir l'humilité de connaître, de savoir que ça peut être vrai aujourd'hui, mais ça peut être faux demain. Justement, ce que vous dites est plus ou moins corroboré dans le préambule du livre. Je vais me permettre de le citer. Vous le dites dans votre livre, « Mon souhait et mon vœu le plus cher, que toutes celles et tous ceux qui auront en main ce livre et qui prendront la peine de le lire en diagonale ou de la première à la dernière ligne, comprennent qu'il y aura nécessairement un après Covid-19 comme il y en aura un avant. Les êtres humains se doivent de définir de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles priorités et de nouvelles valeurs. L'humanité tout entière n'en sera que largement bénéficiaire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est simple. Hein. Vous voyez ce petit machin, ou comme l'appelle le premier ministre Chakonambani, ce soldat invisible, il est venu démontrer la fatuité de notre existence. Nos orgueils sont tombés et nous obligent maintenant à l'humilité dans toutes nos certitudes. À partir de là, si on veut bâtir un monde meilleur, on doit mettre de côté nos certitudes. Et toujours se poser la question de savoir, et si j'avais tort? Moi, je pense que c'est quand on commence à se poser ces questions-là que nous nous retrouvons dans ce qu'on appelle le chemin de la sagesse. Et si je n'ai pas raison?
Et si j'ai changé ma façon de faire, quand le virus est arrivé, qui a couru? On était tous assis à Abidjan ici. Et puis on se regardait. Maintenant, on a commencé à regarder à gauche, à droite pour savoir que bon, on a des voisins à qui il faut dire bonjour. Pour certains, ils ont commencé à regarder de près leurs enfants pour dire, ah, mais comment tu vois, mais tu as grandi, hein? Parce qu'il était tellement occupé qu'il ne voyait même pas ses enfants grandir. Donc ça nous oblige à revoir notre humanité. Redéfinir nos valeurs. Je dis bien redéfinir nos valeurs. Est-ce que la course effrénée à l'argent à travers le business, c'est ça qui constitue les valeurs humaines que nous devons privilégier? Est-ce que la course effrénée au pouvoir politique, hein, c'est ça qui constitue la base? Aux États-Unis, ils ont suspendu pour quelque temps les élections, hein, au niveau des primaires. Tout simplement parce qu'il y avait le virus qui est là. En France, les élections municipales ont été suspendues à un moment donné. Mais si un virus est capable de nous faire remettre en cause les éléments essentiels que nous considérons comme facteurs d'émancipation sociale, qu'est la démocratie, j'ai dit, il faut se poser la question de savoir. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus de démocratie, mais de la course effrénée à la démocratie, la course effrénée au pouvoir politique, la course effrénée à l'argent, les certitudes qui ont été remises en cause par ce virus, ça doit nous permettre de réfléchir. Et c'est pour ça que j'invite l'humanité tout entière, et les Africains en particulier, à réfléchir. À réfléchir même dans les rapports que nous avons entre nous, États. Oui. Voyez-vous, quand cette maladie est arrivée, on n'a pas vu de solidarité du monde scientifique. Mais plus grave, nous, pays africains, je n'ai pas senti un jour que les chercheurs et les scientifiques africains se sont invités, se sont conviés pour essayer de voir quelle solution. Plus grave, l'un des plus grands contributeurs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se retirer. Alors, est-ce que nous, on ne doit pas repenser notre Organisation mondiale de la santé? Est-ce qu'on est obligé d'être dans cette organisation où les plus gros contributeurs, à un moment donné, parce que ça ne va pas, ils disent, écoutez, nous, on se retire. Ils se retirent. Et je me suis amusé à faire un petit calcul. J'ai calculé le budget de l'OMS et je l'ai divisé par le nombre de pays au monde. La contribution, si chaque pays voulait jouer son rôle, c'est 4 milliards de francs CFA par an. C'est 4 milliards que nous, on ne peut pas payer. Et puis nous allons nous laisser dicter des ordres de la part d'un pays parce qu'il est soi-disant le plus grand. Un pays qui a été obligé de faire rentrer le Franklin Roosevelt à quai. Il est grand en quoi? Non. Non. Il y a des moments où on peut même se poser la question de savoir si ce virus-là ne va pas, chaque fois qu'il y a des conflits qui se déclenchent là, il ne doit pas venir un peu. Parce que regardez ce qui s'est passé. On avait le conflit en Syrie et autres là. Quand la Covid-19 est arrivée, tout est arrêté. Il n'y a plus eu de guerre. Est-ce que vous voulez dire que le virus n'a pas eu que des effets dévastateurs? Ah non, moi, personnellement, tout en m'inclinant sur le nombre de personnes qui sont décédées, la mémoire de ces personnes qui sont décédées, j'ai dit qu'il a eu un effet bénéfique parce qu'il a révélé en nous nos tares. Il a révélé nos orgueils qui sont devenus inutiles. En Côte d'Ivoire, justement, quel regard portez-vous sur la gestion de la crise en Côte d'Ivoire? Bien, voyez-vous, les choses s'apprécient par rapport aux résultats. Selon les dernières statistiques, je crois que nous sommes à 129 morts. Vous me direz, un mort, c'est de trop. Hein? Ça, c'est en Côte d'Ivoire. 129. Près de 20 000 cas détectés. Aux États-Unis, ils sont à 258 000 morts. Bon, écoutez, les résultats sont là. Moi, j'estime que le gouvernement ivoirien a bien géré cette crise. Les mesures qui ont été prises nous ont permis d'éviter
Hein? Puisque l'OMS même prédisait que l'Afrique allait connaître l'hécatombe. Justement. Mais ça n'a pas marché. Alors les gens doivent se poser la question de savoir, mais pourquoi l'Afrique, ça n'a pas marché? Et c'est en lisant l'interview d'un médecin vétérinaire du Niger que j'ai compris. Il dit ce virus, il aime l'humidité et le froid. Donc lui, en tant que médecin vétérinaire du Niger, qui nous a dit pour la première fois que ce virus a une origine depuis les années 62-63, que ce n'est pas une affaire de Wuhan, mais c'est un virus qui a muté. Pour la première fois, il nous dit ça, j'ai dit, bon, ok, le Niger, un pays chaud, les pays que nous sommes, qu'on considère comme étant des pays sous-développés, oui. Notre climat a fait qu'il n'y a pas eu l'hécatombe tel que souhaité. Et vous verrez, quand vous prenez la cartographie des statistiques, Afrique du Sud, une explosion de cas. Afrique du Nord, explosion de cas. Pourquoi? Parce que ce sont des zones où il y a le froid. Oui. Et chez nous, comment on appelle ça? De la RDC à la Côte d'Ivoire et autres, tout ça, vous verrez que la courbe s'est accrue tout simplement parce qu'il y avait c'était la période de pluie. Donc, c'est la bonté divine qui a fait que nous avons échappé à cela. Et en même temps, en regardant de près, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que nous-mêmes, en Afrique, nos habitudes de soins traditionnels ne sont-ils pas un paravent par rapport à cette pandémie? Voici une maladie qui ressemble à du palu, à la grippe mélangée et autres. Mais nous, depuis qu'on est petit, on se soigne de ces choses-là sans être obligé d'aller en pharmacie. Et vous verrez que 85% des Africains se soignent de manière traditionnelle. C'est la raison pour laquelle dans le livre, je parle de ces chercheurs et scientifiques africains qui ont découvert certains médicaments de la pharmacopée à base de plantes qui nous évitent cette pandémie. Je connais beaucoup de gens qui ont pris des produits de la pharmacopée africaine et qui s'en sont bien sortis. Mettez-vous dans la situation où vous avez quelqu'un qui vous est très proche qui est malade. On dit qu'il est atteint de la Covid-19. Il est couché. Il a des difficultés à respirer. Moi, j'arrive, je vous propose un médicament traditionnel. Et vous me dites, ah non, tant que l'OMS et les médecins, les grands savants n'ont pas validé le protocole de mon médicament, ce n'est pas la peine de le lui donner. Et puis il meurt. Quelques minutes après, il meurt. Deuxième cas, troisième cas, le professeur Didier Raoult dit, ah, moi j'ai quelque chose qui permet de... On dit, non, on n'utilise pas, mais on laisse les gens mourir. Tous les jours, c'est 400-600 morts. 400-600 morts. Moi, j'estime, et ça, je le déclare de manière solennelle, que tous ceux qui ont empêché l'utilisation de quelque type de médicament, que ce soit, pour que les gens guérissent, ils sont passibles de poursuite parce que c'est eux qui ont fait que les gens sont morts inutilement. Quand vous dites qu'un médicament a un effet à 60%, ça peut guérir. Mais utilisons les 60%. Ne laissons pas mourir les gens. Ne les laissons pas mourir. Et toutes les autorités scientifiques, médicales, politiques, qui ont empêché que tout produit qu'on peut trouver pour pouvoir sauver des vies humaines ne soit mis en application, mais ils sont passibles de poursuites. Eh bien, imaginez, on est à près de 2 millions de morts maintenant. Oui. Mais c'est un peu trop. C'est un peu trop. Tout simplement parce qu'on voudrait que ce soit le laboratoire Pfizer, le laboratoire Tant qui découvre le médicament. Ils ont trouvé là encore une belle occasion de se faire du business sur la détresse, par rapport à la détresse des populations. Et ça, je ne suis pas d'accord. Alors, monsieur le ministre, vous avez choisi de vous faire éditer par Garde Édition, une jeune édition ivoirienne, alors que vous aurez pu vous faire éditer d'autres maisons plus connues, un peu partout dans le monde. Alors pourquoi ce choix?
Tout simplement parce que, en tant que personnalité politique, j'ai obligation de faire la promotion de notre structure. Garde d'édition m'a été présenté par M. Dieu Moussa, qui m'a aidé à corriger cet ouvrage. Je lui ai dit, bon, écoute, tu as une maison d'édition, je te fais confiance. Allez, on y va. Et il ne m'a pas déçu. Il ne m'a vraiment pas déçu. Il m'a entouré de ses conseils. Aujourd'hui, l'ouvrage est sorti, on va tirer quelques 5000 exemplaires pour pouvoir le mettre sur le marché. Et je crois qu'on doit faire confiance à nos opérateurs. Si on a des éditeurs ivoiriens, mais faisons-leur confiance. Mais je vous dis mieux. Je vous dis mieux. J'ai décidé que l'impression du livre soit faite par des petites imprimeries. Des petites imprimeries. Les jeunes gens qui ont une petite machine, ils vont imprimer. Et tous les livres que je sortirai, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres encore, mais c'est un des éditeurs ivoiriens. Mais mieux, ce sont des petites imprimeries ivoiriennes qui vont faire ça. Il a annoncé un autre livre d'ici la fin de l'année sur le porte-parole. Oui, effectivement, de 2008 à 2018, j'ai été le porte-parole du RDR. Et je me suis dit moi qu'il était bon que je retrace cette période qui pour moi a été une période de sacerdoce. Parce que les gens ont l'impression que quand on est porte-parole, on est dans l'aisance sociale. Ils oublient que ça a des obligations, mais profondes. D'abord, on ne devient pas porte-parole parce qu'on doit l'être. Comme je l'ai dit dans ce livre, être un porte-parole, ce n'est pas être un griot. C'est quelqu'un qui a pleine conscience de la parole qu'il doit porter. Alors, quand vous avez été porte-parole d'un monsieur comme le président Alassane Ouattara et de son parti, vous vous doutez bien qu'il y a du rationalisme. Alassane Ouattara a ceci des caractéristiques, c'est qu'il laisse ses collaborateurs libres de leurs opinions. Tu es son porte-parole, tu es le porte-parole de son parti, mais il te laisse parler. Ça veut dire quoi? Il faut connaître l'individu. Il faut aller au fond de sa pensée. Il faut savoir qu'est-ce qu'il veut. Il faut savoir ce que le parti pour lequel tu portes la parole souhaite. Il faut orienter et donner même ce qu'on appelle des éléments de langage, aussi bien au niveau de la presse écrite, la télévision, que dans les médias en ligne. C'est important. Donc c'est un véritable sacerdoce qui vous oblige à travailler nuit et jour, à faire des revues de presse à 2h, 3h du matin pour fonder votre propre opinion avant de commencer à parler. Donc j'ai estimé qu'il était bon, après 10 années de sacerdoce au niveau du porte-parole, de consigner cela dans les livres. Et le livre est prêt. Il est actuellement pour la dernière correction. Et quand ce sera en temps opportun, je mettrai ça à votre disposition. Maintenant, je vais vous faire remarquer que ce n'est pas le premier livre que j'ai écrit. Oui. J'en ai écrit d'autres, mais que je n'ai pas publiés. Je les ai édités, mais je ne les ai pas publiés. Pourquoi? Parce que c'est des livres essentiellement mémoriels. Des livres qui retracent l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, du décès de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à l'accord politique de Ouaga. Si je le sortais, ça ressemblerait à un quotidien, une actualité. Or, vous savez, les actualités se balaient d'elles-mêmes. Vous avez une actualité aujourd'hui, le lendemain, ce n'est plus une actualité. Donc, j'ai fait 4 tomes que j'ai mis de côté, qui aujourd'hui deviennent des références en termes d'information, en termes de mémoire. L'avantage de ces 4 tomes, c'est que j'ai retracé exactement ce que chacun des acteurs politiques et les acteurs de la société civile qui comptent ont eu à dire ou à écrire depuis 1993 jusqu'à l'accord politique de Ouaga. Aujourd'hui, si je vous dis « Monsieur Intel a dit », ben je vais vous donner le titre du journal, le jour où il a dit et les circonstances dans lesquelles il a eu à le dire. Ce qui fait qu'avec moi, vraiment, il faut, au moment où les gens parlent, ils doivent faire un peu attention parce que
j'ai consigné dans ces ouvrages-là la mémoire de tout ce que chacun a eu à dire. Et en même temps, je me suis autorisé à les commenter. Et vous verrez que l'histoire est une éternelle répétition. Quand vous regardez, les gens, ils reviennent. On pose toujours les mêmes actes, on pose toujours, avec les mêmes conséquences. Donc ça aussi, quand j'aurai sorti le livre sur le parola, ceux-là, je vais les mettre sur le marché. Mais ils sont prêts, ils ont déjà été montés, tout est prêt, on a les BAT que j'ai déjà signés, mais j'ai demandé à ce qu'on attende un peu. On apprend que le propriétaire de votre dernière maison d'édition, M. Ange Félix Ndapri, est en prison présentement. Oui, c'est ce que j'ai appris. Alors, vous voyez, moi je suis RHDP. Vous voyez? Oui. Je ne connais pas les couleurs politiques de M. Ndapri. J'apprends qu'il a été arrêté parce qu'il aurait joué un rôle actif dans le cadre de la désobéissance civile. Il est PDCI. Comme quoi, en termes de culture, en termes d'écriture, franchement, moi je ne vois pas les barrières politiques. Mon souhait, c'est que très rapidement, il soit élargi et qu'il sorte pour passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. Monsieur le ministre, quand on jette un coup d'œil sur votre livre, à première vue, on est frappé par un nom, Charles Konan Banny, préface de Charles Konan Banny. Mais au-delà, le livre est édité par une maison d'édition qui appartient à un cadre du PDCI. Quel enseignement vous voulez faire passer à travers cela? Bien, Charles Konan Banny, d'abord, je dois vous dire que c'est mon oncle. Le premier élément. Deuxièmement, c'est quelqu'un avec lequel je partage beaucoup de moments d'échange sur tous les sujets. Et des fois, nos débats sont très amicaux, mais houleux. Surtout que il n'est pas du même parti que moi. Lui, il est vice-président du PDCI. Moi, je suis membre du conseil politique du RHDP, après avoir été porte-parole du RDR pendant près de 10 ans. Donc, d'aucuns pourraient penser que, parce que nous ne sommes pas du même parti, notre fraternité et nos liens familiaux pouvaient en souffrir. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. J'estime qu'on peut avoir des alliances politiques qu'il ne faut surtout pas mélanger avec les alliances familiales et sociales. Ça, c'est le premier élément que je voulais signaler. Donc, ça vous dit que si je l'ai choisi pour rédiger cette préface, c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup d'admiration pour la profondeur de ses pensées. Il va au-delà. N'oubliez pas qu'il a été gouverneur de la BCEAO. Oui. Il a été aussi Premier ministre. Et par la suite, c'est lui qui a dirigé la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Donc, c'est quelqu'un qui est non seulement un sachant, mais sur tous les sujets, si vous prenez la peine de l'écouter et de décrypter dans les mots qu'il emploie, vous pouvez en tirer des grands enseignements. C'est-à-dire que la culture ou l'écriture va au-delà des divergences politiques. Bien sûr, on ne va pas assujettir nos écrits à nos, comment on appelle ça, nos réflexions politiques. Quand on pense quelque chose, il faut le dire, il faut l'écrire. Et une fois que vous arrivez à l'écrire, ça vous dédouane. Au moins, vous l'avez consigné quelque part. Les gens savent ce que vous pensez. Et sur certains sujets, donc politiques et même sociaux, le Premier ministre Banny et moi, on peut ne pas être d'accord. Mais sur le coronavirus, alors là, lui et moi, on est totalement en phase que cela a permis de mettre à nu nos incapacités au plan de notre humanité. Donc ça, c'est pour ça qu'il a dit, ce n'est pas un petit manchet, ce n'est pas un petit truc, mais c'est plutôt un petit soldat invisible qui n'a même pas eu besoin d'utiliser des missiles et qui a vaincu toutes nos armées. Et cela m'a inspiré. Et c'est à la suite d'une conversation que j'ai eue avec lui que je me suis dit, il fallait que je développe un peu plus. Donc quand j'ai fini de développer une bonne partie du livre, je lui en ai parlé. Alors, je lui ai dit, écoute tonton, je voudrais que tu préfaces le livre. Il dit, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, tu m'envoies ça et je vais préfacer.
Ça, c'est un. Deuxièmement, M. Ndapri, il est cadre du PDCI. Mais je ne crois pas que son entreprise soit PDCI. Hein. Un garde là. Est-ce que c'est une entreprise PDCI? C'est une maison d'édition qui n'a rien à voir avec son appartenance politique. Donc je ne l'ai pas choisi parce qu'il est PDCI ou il n'est pas PDCI. J'ai choisi une entreprise ivoirienne qui est en train de faire du bon travail en matière d'édition. Et cela m'a conforté dans le fait qu'il faut qu'on sorte de nos clivages politiques pour que dans nos relations amicales, nos relations d'affaires, on ne privilégie que les centres d'intérêt des uns et des autres et non les centres d'intérêt politiques. Merci, Monsieur le ministre.